Ma mère m'a mise à la porte à 18 ans, sans argent et sans travail. Je n'ai rien dit et je suis parti. 3 ans plus tard, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Je l'ai éteint après avoir lu les messages, je suis désolé. S'il te plaît, donne-moi une chance. S'il te plaît, sauve-moi. Je m'appelle Chloé. Et je peux encore entendre le bruit du sac poubelle heurtant le sol le soir où ma mère m'a mise à la porte. Elle se tenait sur le seuil de notre appartement de Marseille, a laissé tomber mes vêtements à mes pieds et a dit « Tu as 18 ans maintenant. Pas d'argent, pas de travail, et c'est ton problème, alors dégage. » Je pensais qu'elle bluffait, comme toutes les autres fois où elle avait menacé de jeter mes affaires sur le trottoir si je n'agissais pas plus en adulte. Au lieu de cela, elle a fourré mon sac à dos dans mes mains, a ouvert la porte d'entrée et m'a poussé dans le couloir, puis l'a verrouillé derrière moi sans même un regard en arrière. En quelques secondes, je suis passé d'avoir une chambre à me retrouver dehors avec un sac poubelle, un téléphone presque sans batterie et 20 € dans mon portefeuille. Ma mère m'avait vraiment mise à la porte à 18 ans, sans argent et sans travail. J'ai fixé la porte et je me suis imaginé en train de marteler le bois, la suppliant de changer d'avis, promettant que je trouverais du travail et que je ne la dérangerais plus. Puis j'ai imaginé le petit sourire satisfait qu'elle aurait si je faisais ça, comme si elle avait enfin prouvé que j'étais faible, et ma fierté a brûlé plus fort que ma peur. Alors, j'ai ramassé le sac et j'ai descendu les escaliers, choisissant de partir avant de me mettre à pleurer dans le couloir où tout le monde pourrait m'entendre. Cette nuit-là, je me suis assise à un arrêt de bus à quelques pâtés de maison, serrant mon sac à dos pendant que les voitures passaient à toute vitesse comme si j'étais invisible. L'écran de mon téléphone brillait dans ma main, son nom à portée de doigt. L'appelée aurait pu tout ramener à la même routine misérable, moi m'excusant et elle prétendant que c'était de l'amour vache au lieu de la cruauté. À la place, j'ai éteint le téléphone et j'ai murmuré, « Si tu veux que je survive seul, très bien. Je le ferai. » 3 ans plus tard, ce même téléphone n'arrêterait pas de vibrer avec des messages d'elle, commençant tous par « Je suis désolé. » Si vous voulez savoir comment je suis passé de cet arrêt de bus à regarder ma mère me supplier de répondre, restez avec moi jusqu'à la fin. La première nuit, je n'ai pas beaucoup dormi à cet arrêt de bus. Chaque fois qu'une voiture ralentissait, mon cœur bondissait dans ma gorge. Au lever du soleil, j'avais mal au dos à cause du banc en plastique dur, et ma gorge était sèche d'avoir avalé des larmes que je refusais de laisser couler. J'ai marché jusqu'à une supérette ouverte 24 heures sur 24 à proximité et je me suis lavé le visage dans le minuscule lavabo des toilettes, essayant de ne pas ressembler à une fille qui venait de se faire mettre à la porte par sa propre mère. J'ai dépensé 5 de mes 20 € pour un sandwich de petit déjeuner bon marché et le plus petit café qu'il vendait, fixant le reçu comme s'il m'avait personnellement insulté. Un quart de mon argent avait disparu, et je n'avais aucun plan. Pendant les premières heures, je n'ai fait que marcher, traînant mon sac poubelle de zone commerciale en zone commerciale, poussant les portes des cafés et demandant « Vous embauchez ?» Les réponses étaient presque toujours les mêmes. Pas pour le moment. Déposez un CV en ligne. Revenez quand nous serons moins occupés. Je ne m'étais jamais senti aussi invisible dans ma propre ville. En fin d'après-midi, la chaleur marseillaise m'enveloppait comme une lourde couverture, et j'ai fini par entrer dans le sous-sol d'une église qui avait une pancarte disant « Repas gratuit les mardis et jeudis ». J'y suis allé parce que j'avais faim, mais je suis resté parce qu'une femme avec un porte-bloc et des yeux fatigués mais bienveillants s'est assise en face de moi et m'a demandé mon nom. Elle s'est présentée comme Hélène, une assistante sociale qui aidait les adolescents qui étaient, techniquement des adultes sur le papier, mais encore très seuls dans la vraie vie. Quand elle m'a demandé où je dormais, j'ai fait semblant de vérifier quelque chose sur mon téléphone pour ne pas avoir à la regarder, puis j'ai finalement admis, je n'ai pas vraiment d'endroit en ce moment. Elle n'a pas eu de haut le cœur ni de regard apitoyé, elle a juste hoché la tête comme si elle avait entendu cette réponse une centaine de fois. À la fin de cette conversation, elle m'avait fait remplir des formulaires pour un refuge pour jeunes qui offrait des lits à court terme et une chambre partagée dans une maison usée mais sûre à l'autre bout de la ville. Ce n'était pas luxueux, mais c'était une porte qui se verrouillait derrière moi et un matelas qui était vraiment fait pour dormir, pas pour attendre des bus. Au cours de la semaine suivante, Hélène m'a plus aidé que ma mère ne l'avait fait en des années. Elle m'a guidé pour demander une aide financière dans un IUT local et m'a montré une brochure pour leur programme de marketing numérique. « Tu es déjà tout le temps sur ton téléphone », a-t-elle plaisanté. « Autant te faire payer pour savoir comment l'utiliser. » Cela ressemblait à un véritable avenir plutôt qu'à une simple survie. Alors, j'ai dit oui. Même si j'étais terrifié à l'idée d'échouer, en même temps,
j'ai redoublé d'efforts dans ma recherche d'emploi. Après quelques rejets supplémentaires, un minuscule café indépendant de Marseille m'a finalement embauché pour les quarts du petit matin. Le salaire était le minimum légal, et j'avais constamment mal aux pieds. Mais chaque fiche de paie ressemblait à une preuve que ma mère avait tort à mon sujet. J'ai ajouté un deuxième petit boulot, livrant de la nourriture le soir, transportant à vélo des contenants en plastique bon marché de plats à emporter vers des complexes d'appartements et des parcs de bureaux pour des gens qui ne sauraient jamais que leur livreuse dormait dans une chambre partagée et comptait chaque euro. Pour faire durer mon argent, j'ai commencé à jouer à un jeu avec moi-même dans les épiceries. Combien de repas puis-je préparer avec 10 € si je n'achète que des marques de distributeurs et des articles en promotion? J'ai concocté des combinaisons étranges, haricots en conserve avec des macaronis en boîte, légumes surgelés avec du riz instantané, et j'ai découvert que certaines d'entre elles avaient en fait bon goût. Un soir, sur un défi que je m'étais lancé, j'ai calé mon téléphone fissuré contre une boîte de céréales vide, j'ai appuyé sur enregistrer et j'ai filmé une vidéo tremblotante expliquant comment je préparais 3 dîners avec les articles de la section des produits en liquidation. Je l'ai posté sur TikTok sous le nom de Cuisine de crise, moitié pour plaisanter, moitié comme un journal de bord de ma survie. Au début, elle a eu peut-être 20 vues. 1 ou 2 commentaires d'inconnus disant des choses comme « Merci. J'en avais besoin. Je suis fauché aussi. » Mais cette minuscule étincelle de connexion a réchauffé une partie de moi que je croyais morte. Pendant que ma mère prétendait que je n'existais pas, de parfaits inconnus me disaient que mes idées les aidaient. Je ne l'ai toujours pas appelé. Je n'ai pas envoyé de message, je n'ai pas pris de nouvelles, même lorsque la solitude ressemblait à un poids physique qui m'oppressait la poitrine la nuit. C'est elle qui avait dit, si tu veux survivre seul, fais-le. Alors, je l'ai fait. J'ai travaillé. J'ai étudié. J'ai cuisiné avec presque rien. Et sans m'en rendre compte, je construisais lentement les premières pièces de la vie qui, un jour, entrerait en collision avec la sienne d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Il a fallu quelques mois avant que je sois assez courageuse pour taper le nom de ma mère dans une barre de recherche. Jusque-là, Martine n'était qu'un fantôme dans ma tête, une voix qui disait des choses comme « Tu es inutile. Tu n'y arriveras jamais sans moi », chaque fois que mon réveil sonnait à 4h30 du matin pour mon service au café. Un après-midi tranquille au refuge, je parcourais mon ancien compte Facebook, celui que je n'avais pas touché depuis le lycée lorsqu'une photo où j'étais identifié est apparue, postée par une fille que je connaissais à peine. J'ai failli la faire défiler jusqu'à ce que je reconnaisse la photo de profil dans le coin, ma mère, Martine Dubois, souriant comme si elle n'avait jamais claqué une porte de sa vie. Sur la photo, elle se tenait à côté d'un homme en chemise impeccable et d'une adolescente en robe à paillettes. Tous les trois posaient devant un SUV brillant, devant une grande maison en stuc dans une belle banlieue de Marseille. La légende disait « Dîner avec les Lambert ». J'adore cette petite famille. Mon estomac s'est noué. J'ai cliqué sur le profil de l'homme, j'ai vu le nom Étienne Lambert, propriétaire de Lambert Auto Prestige, une chaîne de garages automobiles haut de gamme de la région. Son fil d'actualité était rempli de photos de voitures personnalisées, d'événements caritatifs, et d'une publication récente de lui et de ma mère lors d'une collecte de fonds, elle portant une robe que je savais impossible qu'elle ait achetée avec un salaire de directrice adjointe d'hôtel. L'adolescente était également identifiée. Son nom était Léa Lambert, 17 ans. Tout en eyeliner ailé et baskets de marque, postant des vidéos de ses achats dans des centres commerciaux de luxe comme si de rien n'était. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la légende de ma mère sous l'une des photos de Léa. Elle avait écrit « Tellement fière de ma fille. Elle a changé ma vie après une période vraiment difficile. » Il n'y avait aucune trace de mon existence. Pas de vieilles photos, pas de mention d'une fille qui avait soi-disant décidé de s'enfuir pour parcourir le monde. C'était comme si elle m'avait supprimé et remplacé par un modèle amélioré. La curiosité a commencé à bourdonner plus fort que la douleur, alors j'ai creusé davantage. Sur l'une des publications de Martine, une ancienne voisine a commenté « Comment va Chloé ? Je ne l'ai pas vue depuis une éternité. » Ma mère a répondu « Oh, elle a quitté la maison pour voyager et se trouver. Elle ne donne pas vraiment de nouvelles. » Je suis resté assise là, dans la salle commune du refuge, le téléphone à la main, fixant ces mots encore et encore. Dans sa version de l'histoire, elle ne m'avait pas mise à la porte avec un sac poubelle. Je m'étais juste éloigné comme un esprit libre qui avait choisi de ne pas appeler. Ce mensonge piquait presque plus que cette nuit-là. Cela signifiait qu'elle voulait que les gens pensent qu'elle était une bonne mère qui avait tout fait correctement,
et que j'étais l'irresponsable. Plus je fixais l'écran, plus quelque chose de laid et de tranchant commençait à bouillonner dans ma poitrine. Je me suis souvenu de tous les week-ends au lycée où j'avais sauté les sorties avec des amis pour faire des heures supplémentaires à l'épicerie et au restaurant, fourrant de l'argent liquide dans une enveloppe au fond de mon placard étiquetée « Université ». Cette enveloppe avait été ma bouée de sauvetage, la seule chose qui rendait l'avenir moins impossible. Le soir où ma mère m'a jeté dehors, je n'avais pas eu le temps de la prendre. Je ne m'étais jamais autorisé à y penser parce que la réponse était évidente, et ça me rendait malade. Maintenant, le cœur déjà brisé, j'ai plutôt fouillé dans mon ancien compte bancaire, celui que j'utilisais pour déposer mes chèques de paie quand l'enveloppe semblait trop pleine pour rester dans l'appartement. Le compte était inactif depuis mon départ. J'ai consulté l'historique et je suis remonté à la semaine de mon 18e anniversaire. C'était là, en chiffres froids et numériques, un retrait qui avait vidé presque tout ce que j'avais fait en personne dans une agence près de notre ancien appartement. Le jour même où ma mère m'a dit « Tu as 18 ans maintenant. J'en ai fini ». Je me suis souvenu qu'elle avait insisté sur le fait qu'elle avait besoin de ma carte de débit pour vérifier quelque chose, quelques jours auparavant, balayant mes questions d'un « Tu ne fais pas confiance à ta propre mère ?» Je lui avais assez fait confiance pour la lui donner. Elle a utilisé mes économies pour entrer dans cette nouvelle vie brillante avec les Lambert, puis a raconté au monde que je m'étais éloigné par choix. Je sentais mes mains trembler en faisant défiler photo après photo de dîner, de vacances, de nouveaux vêtements. Mes ramen et mes légumes en promotion avaient soudain un goût différent dans mon souvenir, comme s'ils étaient assaisonnés avec l'argent volé de quelqu'un d'autre. Pendant une seconde, j'ai voulu fracasser mon téléphone et ne plus jamais y penser, faire semblant de ne pas savoir. Mais une autre partie de moi, celle qui avait compris comment transformer 10 € en 3 jours de repas, savait que le savoir, c'est le pouvoir. Voir jusqu'où elle était prête à aller pour m'effacer ne m'a pas seulement fait mal. Ça a clarifié quelque chose. Ma mère n'avait pas seulement fait une erreur sous le coup de la colère. Elle avait fait un choix. Elle a choisi une plus belle maison, un homme plus riche et une belle-fille parfaite plutôt que de dire la vérité sur ce qu'elle avait fait à son propre enfant. J'ai verrouillé mon écran, j'ai pressé le téléphone contre ma poitrine et j'ai réalisé que ce n'était pas juste une triste histoire de mise à la porte. C'était le début de quelque chose d'autre, quelque chose qui finirait par faire s'effondrer son petit monde parfait sans que je ne touche jamais à une seule brique. Apprendre ce que ma mère avait fait ne m'a pas donné un sentiment de puissance au début. Cela m'a laissé vide. Pendant quelques semaines après avoir vu ces photos et ce retrait bancaire, tout dans ma vie est devenu flou. Je me levais toujours à 4h30 pour mon service au café, mais je bougeais comme un robot, faisant mousser le lait et appelant les noms pendant que mon esprit rejouait ce commentaire, tellement fier de ma fille, encore et encore. Mes clients me disaient de passer une bonne journée, et je souriais automatiquement. Mais à la fin de mon service, mes joues me faisaient mal à force de faire semblant. J'ai arrêté de filmer de petites vidéos de cuisine pour cuisine de crise, me disant que ce n'était que pour quelques jours, jusqu'à ce que je me sente mieux. Ces quelques jours se sont transformés en près d'un mois. L'application restait sur mon téléphone comme le rappel d'une version de moi qui croyait vraiment que les gens voulaient entendre ce qu'elle avait à dire. Le foyer pour jeunes où je logeais avait un couvre-feu, et chaque nuit, je restais allongé sur mon matelas fin, fixant le plafond, faisant défiler la vie perfectly filtrée de Léa jusqu'à ce que j'aie mal à la tête. Une partie de moi la détestait, mais une autre partie se sentait juste petite, comme si j'avais perdu un jeu dont j'ignorais même l'existence. Un matin, je suis arrivé en retard au café, les yeux gonflés d'avoir pleuré jusqu'à 3h du matin, et mon manager m'a pris à part. « C'est la 3e fois ce mois-ci que tu es en retard, Chloé », a-t-il dit, sans méchanceté, mais fermement. « Je t'apprécie, mais je ne peux pas te garder si ça continue. » Entendre ces mots à voix haute m'a ramené à l'arrêt de bus, à la sensation d'être à une erreur près de n'avoir nulle part où dormir. J'ai marmonné des excuses et promis de me ressaisir, puis j'ai à peine réussi à terminer mon service sans m'effondrer. Cet après-midi-là, au lieu de retourner directement au foyer pour jeunes, je suis allé voir Hélène. Elle était dans son bureau exigu au refuge, entourée de piles de dossiers et d'une affiche de motivation de travers. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage et a dit « Ferme la porte. Assieds-toi. Dis-moi ce qui s'est passé. » Je lui ai tout raconté d'une seule traite, longue et laide, les photos, les commentaires, le retrait bancaire, la façon dont ma mère avait réécrit l'histoire pour faire de moi la méchante qui s'était enfuie. Quand j'ai eu fini, ma voix était éraillée et mes yeux me brûlaient.
Hélène m'a tendu un mouchoir mais n'a pas dit les choses habituelles que les gens disent, comme « elle a probablement fait de son mieux » ou « peut-être qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait ». Au lieu de cela, elle a dit doucement, parfois, la chose la plus dangereuse pour nous est l'histoire que les gens racontent sur nous quand nous ne sommes pas dans la pièce. Tu ne peux pas contrôler ça, mais tu peux contrôler l'histoire que tu racontes sur toi-même. Quelques jours plus tard, mon ami Julien, de ma classe, a remarqué que j'avais arrêté de publier sur Cuisine de crise. Nous étudions ensemble à la bibliothèque quand il a jeté un œil à l'écran de mon téléphone et a demandé « Eh, pourquoi as-tu laissé tomber ces vidéos de cuisine ? Elles étaient vraiment bien. » J'ai haussé les épaules et j'ai dit « c'est stupide. Personne ne se soucie d'une fille fauchée qui prépare des repas avec des haricots en conserve. » Julien a reniflé. Moi, ça m'intéresse. Apparemment, les 20 000 personnes qui ont regardé ta dernière vidéo aussi. Tu sais, la plupart des gens tueraient pour ce genre d'engagement, non? Je n'avais même pas réalisé qu'une de mes anciennes vidéos avait discrètement décollé pendant que j'étais occupé à sombrer. Nous avons ouvert mon compte, et c'était là, un simple clip de moi préparant 3 dîners différents avec 5 € de course, totalisant près de 50 000 vues. Il y avait des commentaires de gens disant des choses comme « Je suis une mère célibataire et ça m'a aidé » ou « Je cumule 2 emplois et ça m'a fait me sentir moins seul ». Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti autre chose que de la colère ou de l'épuisement. Je me suis senti vu. Les mots d'Hélène sur le choix de ma propre histoire et l'honnêteté brutale de Julien ont commencé à se mélanger dans ma tête. Ma mère avait volé mes économies, réécrit mon départ comme une fugue, et m'avait remplacé par un récit plus joli. Mais elle ne pouvait pas contrôler ce que je ferais de la vie qui a suivi. Un soir, au lieu de faire défiler sans fin les images de la nouvelle vie de ma mère, j'ai installé mon téléphone sur une étagère dans la cuisine du foyer pour jeunes et j'ai de nouveau appuyé sur enregistrer. Mes mains tremblaient un peu en coupant des oignons sur le comptoir rayé, parlant directement à la caméra sur la façon de préparer une semaine complète de déjeuner à partir d'un seul poulet rôti et d'un sac de riz. Je n'ai pas mentionné Martine ou Léa, mais chaque mot était alimenté par la connaissance que j'avais survécu à ce qu'elle m'avait fait. J'ai posté la vidéo avant de pouvoir me dissuader. En quelques heures, les notifications ont commencé à arriver. Pas une explosion virale, juste un flux constant de j'aime, de sauvegardes et de commentaires de personnes qui semblaient aussi fatiguées et fauchées que moi la nuit où j'ai dormi pour la première fois à cet arrêt de bus. En les lisant, j'ai réalisé quelque chose d'important. L'opinion de ma mère sur moi m'avait presque détruite parce que j'avais laissé sa voix être la seule qui comptait. Mais maintenant, il y avait d'autres voix, d'inconnus qui ne me connaissaient que comme la fille qui pouvait transformer des restes en dîner. Cette fille-là valait la peine de se battre. J'ai décidé que si je devais me traîner hors du lit à 4h30, ce ne serait pas seulement pour un salaire et l'approbation d'un manager. Ce serait pour la version future de moi qui n'aurait jamais à demander à quiconque, surtout pas à ma mère, la permission d'exister. Je ne le savais pas encore, mais plus je m'investissais dans ce petit conte, plus je me rapprochais du moment où mon histoire et la sienne entreraient en collision devant tout le monde. Au bout de 3 longues années, la fille qui avait dormi à un arrêt de bus avec 20 € dans son portefeuille était presque méconnaissable, du moins sur le papier. J'avais 21 ans, j'étais à un semestre de terminer mon DUT en marketing numérique, et Cuisine de crise était passé d'un conte de blagues hésitant à une véritable marque. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'étaient des milliers de petits choix empilés les uns sur les autres, comme les ingrédients bon marché que je continuais de transformer en repas. Je filmais avant l'aube dans la cuisine du foyer pour jeunes, après les services de fermeture au café, dans des appartements empruntés pendant que des amis étaient au travail. J'ai expérimenté avec un éclairage fait de lampes de bureau et de papier d'aluminium, filmé avec mon téléphone en équilibre sur des tours de boîtes de céréales et de livres de cuisine. J'ai appris à monter sur des applications gratuites, à couper les silences, à ajouter des légendes pour que les gens puissent regarder en mode silencieux pendant leur quart de nuit. Quelque part au milieu de toute cette fatigue, une de mes séries a pris feu. Je l'ai appelée « Cuisine de crise, 5 €, 3 repas », où je parcourais les allées d'une épicerie à bas prix et montrais exactement ce que j'achetais, puis je cuisinais tout devant la caméra. Les gens adoraient voir le reçu, le total, le sentiment que c'était réellement faisable. La vidéo qui a vraiment explosé était celle où je préparais une semaine de déjeuner à partir d'un poulet rôti, d'un sac de riz et de quelques sacs de légumes surgelés. Je me suis réveillé un matin avec mes notifications gelées, mon nombre d'abonnés qui grimpait en flèche, et des marques que je n'avais vues que dans les sponsorisations d'autres personnes me faisant soudain des offres. Au début, ce n'était que des produits gratuits et de petites cartes cadeaux.
Puis une chaîne d'épicerie à bas prix locale m'a contacté, proposant de sponsoriser une série si j'utilisais leurs articles en promotion et mentionnais leur application. J'ai presque pleuré dans l'arrière-salle du café en lisant cet email. En partie d'excitation, en partie à cause de la douleur que ma mère ne soit pas là pour voir ce que j'avais accompli. Mais ensuite, je me suis rappelé qu'elle avait choisi de ne pas être là. Avec l'argent des sponsorisations qui commençaient à arriver et mon deuxième boulot de livreuse, j'ai finalement économisé assez pour quitter le foyer pour jeunes et emménager dans un minuscule studio dans un quartier pas génial mais pas terrifiant de Marseille. Il n'y avait que moi, une table d'occasion bancale, un matelas par terre et une cuisine avec des placards qui ne fermaient pas correctement. Mais c'était à moi. Personne ne pouvait m'arracher la clé de la main et me dire de dégager. À mesure que Cuisine de Crise grandissait, j'ai commencé à recevoir des messages de gens de tout le pays et des parents célibataires, des étudiants, des personnes âgées à revenus fixes, tous me remerciant de les avoir aidés à faire durer 20 € quelques jours de plus. J'ai organisé une collecte de fonds avec mes abonnés pour acheter des cartes cadeaux d'épicerie pour les adolescents du même refuge qui m'avaient accueilli. Pour la première fois de ma vie, j'ai senti que ce que je savais avait de la valeur. Et pourtant, chaque fois que j'avais une soirée tranquille seule après avoir filmé, mon pouce dérivait vers la barre de recherche et tapait le nom de ma mère. Martine vivait toujours sa vie soigneusement organisée avec Étienne Lambert. Leurs photos ressemblaient à des publicités pour une assurance vie, tenues assorties lors de galas de charité, vacances à Cassis, selfies souriant lors de salons automobiles où Étienne dévoilait un nouveau projet brillant. Léa était toujours quelque part en arrière-plan, tenant un sac de créateur, exhibant des ongles parfaits, agissant comme si elle avait bâti l'empire elle-même. Ça faisait moins mal maintenant, mais la douleur sourde ne disparaissait jamais complètement. La première fissure que j'ai vue dans leur vie parfaite est apparue sous la forme d'un commentaire sous l'une des publications de Léa. Elle avait posté une vidéo montrant une pile de nouveaux vêtements et d'appareils électroniques, identifiant un tas de marques. Enfoui sous les commentaires, « Tu es un modèle » et « J'aimerais avoir ta vie », quelqu'un avait écrit « C'est drôle, tu ne m'as toujours pas remboursé la tablette que tu as achetée avec ma carte. » Au début, j'ai pensé que c'était juste un troll, mais ensuite j'ai remarqué que d'autres commentaires apparaissaient sur différentes publications, des gens mentionnant des rejets de débit, des commandes qui n'étaient jamais arrivées, des litiges de cartes de crédit liés à une « Léa L ». Au même moment, des groupes communautaires locaux de Marseille ont commencé à partager des histoires sur une adolescente qui achetait des choses sous le nom d'autres personnes, puis le niait lorsque la banque appelait. Personne ne donnait son nom complet publiquement, mais les détails correspondaient de trop près pour être une coïncidence. Je n'ai contacté aucun d'entre eux. Je n'ai encouragé personne à l'attaquer. J'ai juste commencé à prêter attention. J'ai fait des captures d'écran des commentaires avant qu'ils ne soient supprimés, j'ai sauvegardé des liens vers des publications où les gens parlaient de s'être fait arnaquer, j'ai noté des dates et de petits détails. Non pas parce que je voulais jouer au détective d'Internet, mais parce que pour la première fois, je pouvais voir clairement le schéma. Pendant que j'apprenais à optimiser chaque euro, elles avaient appris à exploiter chaque faille. Chaque fois que je parcourais le profil de Martine, cela me frappait à quel point elle essayait désespérément de vendre l'histoire qu'elle était une mère sauveuse, qui avait secouru une adolescente perdue et construit une famille parfaite. Il n'y avait toujours aucune trace de moi nulle part, aucune photo de la fille qu'elle avait littéralement poussée hors de sa porte d'entrée. Je ressentais de la colère, bien sûr, mais il y avait autre chose aussi, une étrange sorte de distance. 3 ans plus tôt, cette suppression m'aurait anéanti. Maintenant, avec mon propre petit empire bâti sur du riz, des haricots et de l'honnêteté, cela la faisait juste paraître petite. Un après-midi, après avoir filmé une vidéo sponsorisée sur la préparation de repas de crise avec des produits de base, je me suis assise à ma table de travers, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fixé la page d'accueil de Cuisine de Crise. Mon public connaissait les astuces et les conseils, les recettes et les hacks. Ce qu'il ne savait pas, c'est pourquoi j'avais commencé en premier lieu. Il voyait la fille qui plaisantait sur le fait d'être fauchée, pas la jeune de 18 ans qui avait vu sa mère choisir un homme plus riche plutôt que son propre enfant, puis mentir à ce sujet. J'ai pensé au mot d'Hélène sur le fait de s'approprier son histoire et à Julien qui se moquait de moi pour avoir sous-estimé mon impact. Ma mère racontait sa version de l'histoire depuis 3 ans, celle où j'étais une enfant égoïste qui était partie. Grâce à cela, elle s'était retrouvée dans une vie entourée de choses chères et avec une belle-fille qui traitait la fraude comme un passe-temps. L'ironie, c'est que je n'avais rien à inventer pour la faire paraître mauvaise. Tout ce que j'avais à faire, c'était de dire enfin la vérité sur la seule plateforme que je savais qu'elle ne pouvait pas contrôler.
L'idée a couvé dans ma poitrine comme une braise chaude pendant des jours. J'ai hésité, pesant la moralité de la chose. Je ne voulais pas que quelqu'un la harcèle, et je ne voulais pas devenir le genre de personne qui utilise sa plateforme pour détruire des vies juste parce qu'elle le peut. Mais ce n'était pas une petite rancune. Il s'agissait d'un schéma de mensonge, de vol et de réécriture de la réalité aux dépens de quiconque se mettait sur son chemin, y compris son propre enfant. Un soir, en montant une nouvelle vidéo de recettes, j'ai ouvert un nouveau projet et je l'ai intitulé « Ma mère m'a mise à la porte à 18 ans sans argent et sans travail ». J'ai fixé les mots pendant un long moment avant de fermer les yeux et de cliquer sur enregistrer. Je n'étais pas encore prête à l'enregistrer, mais pour la première fois, je savais exactement comment je voulais que cette histoire se termine. Et cela n'impliquait pas que je reste silencieuse pendant qu'elle prétendait que rien de tout cela n'était jamais arrivé. Je n'ai pas enregistré cette vidéo pendant des semaines. Le fichier est resté là, sur mon ordinateur portable, le titre me fixant chaque fois que j'ouvrais mon logiciel de montage, « Ma mère m'a mise à la porte à 18 ans sans argent et sans travail ». Cela semblait dramatique même pour moi, et pourtant je l'avais vécu. Je n'arrêtais pas de me dire que j'étais trop occupé, que je devais me concentrer sur les recettes et les contrats avec les marques. Mais au fond de moi, je savais que je temporisais, parce qu'une fois que j'aurais publié cette histoire, il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Un soir, après avoir terminé une série de clips de recettes, je me suis retrouvé seul dans mon minuscule studio. La seule lumière provenait de l'anneau lumineux que j'utilisais pour filmer. La chaleur du désert s'accrochait encore au mur, même si le soleil était couché depuis des heures. Je pouvais entendre la télévision de mes voisins du dessus et le faible bourdonnement du trafic. C'était le genre de nuit où les gens prennent des décisions irréversibles. J'ai installé mon téléphone sur le trépied, je me suis assise à ma table bancale, et pour une fois, il n'y avait ni sac de riz ni boîte de haricots devant moi. Juste moi, un verre d'eau et la vérité. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai appuyé sur enregistrer et j'ai commencé à parler. Je n'ai pas écrit de script mot pour mot, mais je connaissais les grandes lignes. Je leur ai dit mon nom, mon âge, la ville où je vivais. J'ai décrit le bruit du sac poubelle heurtant le sol, la voix de ma mère me disant que j'avais 18 ans, que j'étais fauché, sans emploi, et donc plus sa responsabilité. J'ai parlé de ce moment à l'arrêt de bus avec 20 € dans mon portefeuille et nulle part où aller, du fait de me laver le visage dans les toilettes d'une supérette en prétendant que j'avais encore un foyer. Je leur ai parlé d'Hélène au refuge, des quarts de travail tôt le matin au café, des livraisons qui me laissaient les jambes tremblantes. Puis je leur ai parlé de cuisine de crise et de la façon dont la chaîne a commencé parce que j'avais besoin de me prouver que je pouvais créer quelque chose d'utile à partir de presque rien. J'ai failli m'arrêter là, mais les mots d'Hélène ont résonné dans ma tête, tu peux contrôler l'histoire que tu racontes sur toi-même. Alors j'ai raconté le reste. Je leur ai raconté comment j'avais cherché ma mère en ligne et découvert sa nouvelle vie. Comment elle m'avait remplacé par un homme plus riche et une belle fille toute prête, et avait dit aux gens que j'avais simplement décidé de partir et de ne jamais regarder en arrière. Comment l'argent que j'avais économisé pour l'université avait discrètement disparu juste avant mon anniversaire, retiré de mon compte et jamais mentionné à nouveau. Je n'ai pas dit son nom de famille. Je n'ai pas mentionné la ville où elle vivait maintenant ni montré de photos. J'ai flouté chaque capture d'écran que j'ai utilisée et changé de petits détails qui n'étaient pas importants pour la vérité. J'ai dit que la seule chose qui comptait était le schéma, des parents qui choisissent de réécrire l'histoire au lieu d'assumer leurs actes. Avant de terminer, je me suis penché plus près de la caméra et j'ai clarifié quelque chose. J'ai dit, écoutez, si quelque chose de tout cela vous semble familier, n'allez pas fouiller ou essayer de deviner qui est ma mère. N'envoyez de haine à personne que vous pensez être impliqué. Ce n'est pas le but. Le but, c'est que les gens à qui on a dit qu'ils étaient jetables réalisent qu'ils ne le sont pas. Si vous voulez faire quelque chose, racontez votre propre histoire au lieu d'attaquer la mienne. Quand j'ai réécouté l'enregistrement, ma voix tremblait par moments, mais je semblais plus calme que je ne l'étais. J'ai monté la vidéo pour la réduire à environ 12 minutes, j'ai ajouté des sous-titres et je l'ai mise en ligne avec le titre « Ma mère m'a mise à la porte à 18 ans sans argent et sans travail ». Voici ce qui s'est passé ensuite. Mon doigt a flotté au-dessus du bouton de publication pendant un long moment. Puis je l'ai pressé, j'ai verrouillé mon téléphone et je me suis forcé à aller faire la vaisselle avant de pouvoir regarder les chiffres. Pendant quelques heures, rien ne semblait différent. J'ai répondu à quelques emails, préparé des ingrédients pour la prochaine vidéo de recette, essayé de ne pas penser à si ma mère verrait un jour cela. Puis, quelque temps après minuit,
mon téléphone a vibré si fort qu'il a presque glissé du comptoir. Quand je l'ai pris, mes notifications étaient floues. Les commentaires affluaient si vite que je ne pouvais pas suivre. Des gens me racontant leur propre version de cette histoire. Des parents s'excusant au nom de mère comme la mienne. Des jeunes disant « ça m'est arrivé aussi », avec des détails différents, mais la même douleur creuse. La plupart d'entre eux ont fait exactement ce que j'avais demandé. Ils se sont concentrés sur leur propre survie, leur propre guérison. Mais Internet est plein de gens qui aiment les énigmes. Il n'a pas fallu longtemps avant que quelques commentaires commencent à poser des questions prudentes. « Attends, tu as grandi près de ce quartier de Marseille ? » Quelqu'un d'autre a dit « Je crois que je connais cette chaîne d'hôtels dont tu parles. » Et puis, enfoui sous des centaines de réponses, un commentaire que je ne pouvais pas ignorer. Il disait « Si c'est bien la personne que je pense, ta mère raconte à tout le monde depuis des années que tu t'es enfui et que tu refuses de lui parler. J'ai travaillé avec elle. On pensait tous que tu étais une enfant terrible qu'il avait abandonnée. Si c'est toi, je suis désolé d'avoir cru ça. » Je n'ai pas répondu, mais ma main tremblait en faisant défiler. Je n'ai jamais demandé à personne d'aller sur la page de ma mère. Je ne l'ai jamais mentionné par son nom. Mais les gens parlent, et Marseille n'est pas si grande qu'elle en a l'air. D'anciens collègues, des voisins, des gens qui la reconnaissaient sur des photos ont commencé à faire le lien de leur côté, dans des conversations dont je ne faisais pas partie. Puis les histoires sur Léa ont commencé à faire surface pour de bon. Une femme a commenté qu'une adolescente qui ressemblait beaucoup à ma description avait acheté des appareils électroniques en utilisant les informations de sa carte lorsqu'elle lui avait fait confiance pour l'aider avec un achat en ligne. Quelqu'un d'autre a mentionné des rejets de débit répétés liés au même nom de famille dans l'entreprise automobile d'Étienne. Ils n'ont pas dit son nom complet, mais ils en ont dit assez. Je n'ai pas épinglé ces commentaires. Je ne les ai pas aimés. Je n'en avais pas besoin. Ils ont pris vie d'eux-mêmes. Quelques jours plus tard, un email est apparu dans ma boîte de réception professionnelle, d'un nom qui m'a serré la poitrine, Étienne Lambert. Il s'est présenté poliment, a dit qu'il avait vu ma vidéo après que quelqu'un la lui ait envoyée, et que certaines parties de mon histoire lui semblaient étrangement familières. Puis il a posé une question, « Le prénom de votre mère était-il Martine ?» J'ai fixé cette phrase pendant un long moment. J'aurais pu l'ignorer. J'aurais pu mentir. Au lieu de cela, j'ai tapé « oui » et j'ai appuyé sur « envoyer », puis j'ai fermé mon ordinateur portable avant de pouvoir trop réfléchir. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans la maison des Lambert après ça. Je n'étais pas là quand Étienne a confronté ma mère, quand il a comparé la chronologie de ma vidéo à celle qu'elle lui avait racontée. Je n'étais pas là quand il a sorti les relevés bancaires, quand il a rappelé la banque au sujet de ces étranges litiges de cartes de crédit liés au viré shopping de Léa. Tout ce que je sais, c'est qu'environ une semaine après avoir répondu à son email, mon téléphone a commencé à vibrer d'une manière différente. Le premier message est arrivé pendant que je filmais une nouvelle recette. Il venait d'un numéro que j'avais supprimé mais que je reconnaissais encore par cœur. Je suis désolé. Le suivant, s'il te plaît, réponds. Je dois t'expliquer. Puis, ils disent des choses horribles sur moi, sur nous. S'il te plaît, aide-moi à arranger ça. Au cours des heures suivantes, les messages ont continué d'arriver. Elle m'a dit qu'Étienne l'avait mise à la porte de sa maison après avoir découvert la vérité, que Léa faisait l'objet d'une enquête pour fraude à la carte de crédit, et que la police avait posé des questions sur ce que Martine savait et quand elle l'avait su. Elle a dit qu'elle risquait de perdre son emploi à l'hôtel parce que son nom circulait en lien avec l'enquête. Elle a dit qu'elle avait peur, qu'elle était seule, et que j'étais la seule à pouvoir sauver sa réputation en disant aux gens que tout cela n'était qu'un malentendu. À un moment donné, elle a écrit « Je n'aurais pas dû te mettre à la porte. J'étais stressée et stupide. S'il te plaît, je t'en supplie. Parle-moi, juste une fois. » Pendant un instant, tous les vieux instincts ont refait surface. La partie de moi qui s'était entraînée depuis l'enfance à arranger les choses, à aplanir ses dégâts, à être la personne raisonnable. Je l'ai imaginée assise dans un appartement à moitié vide, le téléphone à la main, fixant la porte comme je l'avais fait à 18 ans. J'aurais pu décrocher. J'aurais pu réécrire la fin, la rendre plus douce pour elle. Au lieu de cela, j'ai pensé à cet arrêt de bus, aux nuits dans le refuge pour jeunes, aux commentaires sous ma vidéo de personnes qui n'avaient jamais obtenu de réponse.
J'ai pensé à la façon dont elle avait raconté au monde entier que j'étais parti alors que c'est elle qui avait fermé la porte. J'ai regardé son dernier message, « S'il te plaît, sauve-moi ». Et j'ai réalisé qu'elle ne me voyait toujours pas comme une personne, mais juste comme un outil, une stratégie de relations publiques, un bouclier. Mon téléphone continuait de vibrer dans ma main. J'ai ouvert notre conversation une dernière fois, je l'ai lu depuis le début, du premier, « Je suis désolé », au dernier, « S'il te plaît, j'ai besoin de toi ». Puis je suis allé dans mes paramètres, j'ai désactivé les notifications de son numéro et j'ai posé le téléphone face contre table. Le son s'est coupé en pleine vibration. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était lourd, solide, comme si je fermais enfin une porte de mon côté, pour une fois. Pour la première fois de ma vie, ma mère avait besoin de quelque chose de moi, et j'ai choisi de ne rien dire. Et d'une manière ou d'une autre, ce calme semblait plus fort que tous les cris que j'avais ravalés la nuit où elle m'a mise à la porte. Dans les semaines qui ont suivi le moment où j'ai posé mon téléphone face contre table, le bruit autour de mon histoire est lentement passé du chaos à quelque chose de plus calme, de plus lourd, de plus permanent. La vidéo a continué de grimper, mais la section des commentaires s'est stabilisée en un mélange de recettes que les gens essayaient et d'histoires qu'ils se sentaient assez courageux pour partager parce que j'avais partagé la mienne. Je n'ai jamais fait de suite pour exposer qui que ce soit, jamais donné de nom ou de preuve au-delà de ce que j'avais déjà dit. Je n'en ai pas eu besoin. Marseille est passé à autre chose, comme le font les villes, mais il y a toujours des répercussions. J'en ai entendu parler par bribes, principalement de la part de personnes qui n'avaient aucune idée que j'étais au centre de tout ça. Un habitué du café a mentionné qu'une directrice d'un hôtel près de l'aéroport avait été licenciée après que son nom ait commencé à circuler en lien avec une enquête pour fraude impliquant l'enfant de son petit ami. Quelqu'un de mon IUT qui avait encore de la famille dans cette banlieue a dit nonchalamment, « Tu te souviens de ce couple chic avec les garages automobiles dont je t'ai parlé ? » Ouais. Il a rompu ses fiançailles et les a mises à la porte après avoir découvert qu'elles avaient menti sur des choses assez graves. J'ai fait semblant d'être surprise, j'ai remué mon café et j'ai gardé un visage neutre pendant que mon cœur battait la chamade. Je n'ai pas célébré. Il n'y a pas eu de rire diabolique, pas de montage de moi dansant sur leur tombe métaphorique. C'était plus comme se tenir au milieu d'un tremblement de terre qui venait de s'arrêter et de réaliser que le bâtiment dans lequel on vit est toujours debout. D'après ce que j'ai pu reconstituer, Léa n'a pas fini dans une cellule de prison de téléfilm, mais l'enquête pour fraude était bien réelle. Elle s'est retrouvée avec une mise à l'épreuve, un casier judiciaire qui la suivrait lorsqu'elle essaierait de postuler à certains emplois, et des cours obligatoires sur la responsabilité financière et la sécurité en ligne. Martine n'est pas allée en prison non plus, mais les conséquences de ses mensonges et de ses tentatives de dissimulation ont été suffisantes. Étienne a rompu avec elle. L'hôtel ne voulait pas de quelqu'un dont le nom apparaissait dans des rapports de police pour accueillir les clients à la réception. Sans son argent ni ce travail, elle a dû déménager dans un appartement beaucoup plus petit, dans un quartier de la ville qui ressemblait beaucoup plus à celui où nous vivions qu'à la banlieue immaculée qu'elle avait exhibée en ligne. Les amis qui avaient cru à son histoire, ma fille s'est enfuie, sont devenus très silencieux. J'ai vu tout cela par aperçu, comme si je regardais dans une maison à travers les fissures des stores. Parfois, les gens m'envoyaient des liens ou des captures d'écran, supposant que je serais ravi. La vérité, c'est que je me sentais surtout fatigué. Pas de regret, pas exactement satisfaite non plus. Juste fini. Pendant que leur monde basculait, le mien continuait d'avancer. Cuisine de crise a continué de croître. J'ai terminé mon diplôme. Au lieu de simplement enseigner aux gens comment faire durer 10 € au magasin, j'ai commencé à ajouter des vidéos sur la constitution d'une épargne d'urgence, sur la connaissance de ses droits si on est mis à la porte ou coupé des vivres, sur où trouver des refuges locaux et des banques alimentaires sans avoir l'impression d'avoir échoué. J'ai établi un partenariat avec le refuge où travaillait Hélène pour créer un petit fonds de subvention. Une partie de l'argent de mes sponsorisations sert à acheter des cartes cadeaux d'épicerie et des kits de démarrage de cuisine de base pour les adolescents qui sortent de l'aide sociale à l'enfance ou qui quittent des foyers dangereux. Parfois, nous organisons des cours en direct sur Zoom où je leur apprends à cuisiner avec ce qu'ils peuvent se permettre cette semaine-là. Ce sont les jours où j'aimerais pouvoir retourner voir la moi de 18 ans à cet arrêt de bus et lui dire, un jour, tu nourriras des gens qui sont exactement là où tu es assise en ce moment. Hélène prend toujours de mes nouvelles comme une sorte de tante non officielle. Julien adore me rappeler qu'il a qualifié mes vidéos de précieuses avant toute marque. Il y a des nuits où je pense encore à ma mère. Pas la version Instagram avec le sourire poli,
mais la femme qui fumait cigarette sur cigarette devant notre appartement quand le loyer était dû et qui me criait dessus parce qu'elle n'avait personne d'autre sur qui se défouler. Je l'imagine dans cet endroit plus petit, faisant défiler son téléphone, voyant mon visage apparaître sur la page, pour toi, de quelqu'un, et réalisant que m'ignorer ne m'a pas effacé. Je n'ai pas bloqué son numéro, je ne réponds juste pas. Il ne s'agit plus de la punir. Il s'agit de protéger la vie pour laquelle je me suis battu. Peut-être qu'un jour je serai prête à entendre sa voix à nouveau. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, les excuses dont j'avais le plus besoin ne sont pas venues d'elle. Elles sont venues de moi-même, au moment où j'ai cessé de croire que j'étais le problème, simplement parce que c'était plus facile pour elle que d'affronter ce qu'elle avait fait. Les gens aiment dire que la famille, c'est tout. Mais je ne pense pas que ce soit toujours vrai. La famille, ce ne sont pas seulement les gens qui partagent votre nom de famille ou votre sang. Parfois, c'est l'assistante sociale qui pousse une pile de formulaires de logement vers vous et dit « Vous méritez un endroit sur où dormir ». Parfois, c'est l'ami qui vous ramène à votre propre potentiel quand vous êtes trop engourdi pour le voir. Parfois, ce sont des inconnus sur Internet qui vous disent que votre histoire les a aidés à préparer le dîner ou à trouver le courage de quitter une situation qui les brise. Ma mère m'a dit un jour que si je voulais survivre seul, je n'avais qu'à le faire. Elle le disait comme une punition. Au final, c'est devenu mon super pouvoir. J'ai survécu sans elle. Et puis j'ai appris à aider d'autres personnes à survivre aussi. Cela, plus que n'importe quel scandale ou perte d'emploi qu'elle a subi, c'est la partie qui ressemble à une véritable vengeance, vivre une vie si ancrée dans la vérité et la résilience que sa version de moi ne pourra plus jamais exister. Alors, si une partie de cela vous semble inconfortablement familière, si on vous a déjà dit que vous étiez ingrate ou dramatique pour avoir remarqué la façon dont quelqu'un vous fait du mal, j'espère que vous entendrez ceci clairement. Vous n'êtes pas folle de vouloir mieux. Vous n'êtes pas égoïste de fixer des limites, même avec les personnes qui vous ont élevé. Et si vous vous sentez en sécurité pour le partager, racontez votre histoire. Non pas pour détruire qui que ce soit, mais pour rappeler aux autres, blottis à leur